Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par France Urbaine et le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, sur les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Avant de donner tout de suite le micro à Delphine Bourdin de France Urbaine, pour une introduction. Je voulais, vous présenter le déroulé, de ce webinaire. Donc on est ensemble, jusqu'à 10h30. On a vraiment, pensé, ce webinaire à partir, des questions déjà que les unes et les uns vous nous avez, posées dans le cadre du formulaire d'inscription, et puis aussi les questions qu'on a, l'habitude de recevoir, notamment, au RTES. Pour répondre à ces questions, on a, un beau panel avec nous. Les uns et les autres se présenteront davantage, mais nous avons, Isabelle Amogé, de la Confédération générale des SCOP et des SIC, Benjamin Guéropinet qui est, chargé de mission appui conseil aux collectivités et juriste, au RTES, et puis nous aurons les témoignages de 2 chargés de mission ESS de collectivités territoriales, à savoir Éric Bécard, de Lorient Agglomération et Adeline Franzetti de la ville de Lille. Et puis après, on gardera un temps, le temps, la majorité du temps de ce webinaire à répondre à des questions que vous nous avez déjà posées. Alors, on les a rassemblées, hein, on a fait des blocs de questions. L'objectif étant de répondre à toutes celles qu'on a reçues. Mais n'hésitez pas néanmoins à en poser au fur et à mesure, ou dans le chat. Et puis, une fois qu'on aura balayé toutes celles qu'on a reçues, vous aurez aussi l'occasion, si vous le souhaitez, voilà, de reposer des points qui peut-être n'auraient pas été abordés ou pas assez précisément, de votre point de vue. Et puis bien sûr, vous aurez peut-être l'occasion aussi de partager vos expériences. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à toutes et tous, et puis, je redonne le micro à Delphine Bourdin. À tous. Donc, peut-être rappeler pourquoi ce webinaire. En fait, aujourd'hui, on a lancé un site, mais juste rappeler le contexte. Donc, pour 2020-2023, France Urbaine avait fait une première convention de partenariat donc avec le RTES, et on avait fait notamment une publication conjointe avec la ville sur les territoires urbains, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Et du coup, on a décidé, à la suite de 2023, d'approfondir les travaux déjà engagés, de continuer à réfléchir un peu ce qui était ressorti aussi, les chantiers principaux de cette étude. Et aussi, Delphine? donc, on a établi un nouveau partenariat pour 2024-2026. Delphine, excuse-moi, est-ce que tu nous entends? Oui, Ton son est très mauvais là pour le coup. J'ai peut-être un problème de bande passante. Est-ce que tu peux essayer de désactiver la vidéo éventuellement pour que tout se concentre sur l'audio? Parce que c'est effectivement très, très haché, filtré. et là, c'est mieux. Non. Essaye de désactiver la vidéo pour voir. Tu Je peux rester. m'excuse hein, aujourd'hui. Non, mais tu peux rien, Est-ce que hein. vous Là, on t'entend plus du tout, Delphine. m'entendez? Oui, Je crois que c'est mieux là. Bon, j'ai désactivé la vidéo. Donc, je redisais qu'on a établi une nouvelle convention pour 2024-2026 avec le RTS, et on a renforcé l'axe sur les aspects modèle économique durable et responsable, comment construire un écosystème local vertueux, inclusif dans nos territoires. Et on a réfléchi, notamment suite à l'étude que j'ai mentionnée sur les territoires urbains et l'ESS, quels sujets pouvaient peut-être être approfondis ensemble et aller dans cette approche un petit peu modèle économique. Et du coup, on a invité aussi pour ce webinaire conjoint, pas seulement les collègues dans les collectivités qui travaillent sur l'ESS, mais aussi le développement économique.
Et on s'est dit que ce serait intéressant d'aller explorer ces nouvelles formes qui se mettent en place, dont aujourd'hui les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. Mais en fait, on s'est dit que ce webinaire d'approfondissement pourrait faire l'objet de plusieurs webinaires. Donc aujourd'hui, c'est les SIC, mais on a aussi pour projet d'aller explorer les services d'intérêt économique général, les pôles territoriaux de coopération économique ou encore les fonds de dotation territoriaux. Donc c'est vraiment l'ambition avec le RTES d'offrir aux collectivités un moment d'aller réfléchir et approfondir certains sujets. Aujourd'hui, pour les SIC, on voit que ça suscite un intérêt croissant de la part des territoires, notamment urbains, et on peut aussi s'appuyer sur celle-ci pour développer des activités économiques avec des coopérations, c'est ça qui est intéressant, public, privé, voire citoyen. Et du coup, dans l'étude qu'on vous a mentionnée de 2020, mentionné il avait été mis en évidence, pardon, que 40% des collectivités ayant participé à l'enquête dans le cadre de cette étude étaient sociétaires de SIC. Donc on voit que c'est aussi une tendance qui se développe, mais Madame Amogé, Isabelle Amogé va revenir là-dessus, et que ça pose aussi des réflexions avec aussi le modèle, quels sont les points de vigilance, les types d'activités qui sont traités. Et on aura aussi Benjamin du RTES qui sera là pour ce qui est un petit peu plus compliqué dans le montage ou la mise en place de ces cycles. Donc voilà, on espère que ce cycle de webinaire d'approfondissement vous sera utile. Mais l'idée, c'est de vous apporter vraiment, de répondre à toutes vos questions et de mieux faire connaître aussi ces outils et ces modèles qui se mettent en place dans les territoires. Je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup Delphine. Moi, je réalise que je ne me suis pas présentée, donc je suis Chloé Séché, déléguée générale adjointe du RTES. Donc, très rapidement, quelques mots sur le RTES pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le réseau. Donc, le RTES, c'est le réseau des collectivités territoriales qui soutiennent l'économie sociale et solidaire, un réseau national qui rassemble près de 200 collectivités territoriales à l'échelle nationale, de tous niveaux et qui ont en commun, de développer des politiques, de soutien à l'économie sociale et solidaire, sur leur territoire. Le RTS, c'est vraiment un réseau, d'échanges, entre élus et entre agents, des collectivités territoriales, qui se rassemblent autour de 3 principales convictions. D'une part, que l'économie sociale et solidaire est vraiment en capacité d'apporter, une réponse aux grands défis qui se posent aujourd'hui au territoire, défis, économiques, mais aussi sociaux, environnementaux et démocratiques. Que l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales peuvent s'en emparer pas uniquement dans le cadre de politiques publiques dédiées, mais bien en transversalité sur l'ensemble de leurs, différentes compétences et que, pour répondre à ces, fameux défis, voilà, actuels, d'actualité qui se posent au territoire, la coopération et la co-construction, des politiques publiques sont vraiment, voilà, des bonnes les meilleurs moyens, d'arriver, à répondre à ces grands enjeux. Donc le RTS, c'est à la fois un espace d'échange de pratiques qui s'appuie sur les retours d'expérience des collectivités territoriales, adhérentes pour, produire des ressources de tout type. On en a d'ailleurs plusieurs sur les cycles, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. J'aurai l'occasion de vous le partager juste après dans le chat, mais aussi des kits, et notamment pour, des personnes qui sont autour, de ce webinaire, un kit commune et intercommunalité qui justement vient voir toutes les leviers d'action des collectivités territoriales pour agir en soutien à l'économie sociale et solidaire, et au regard de leurs différentes compétences. Puis le RTS, c'est aussi un espace de plaidoyer à la fois à l'échelle nationale et européenne pour porter, ben, la voix de l'ESS et du rôle des collectivités dans son développement. Et par rapport au sujet du jour, et je le disais rapidement tout à l'heure, voilà, le RTES est vraiment convaincu de l'intérêt du développement des coopérations économiques territoriales pour répondre à un ensemble d'enjeux. Et pour cela, on travaille plus particulièrement sur différents axes de ces sujets, les modes de contractualisation,
entre collectivités et structures de l'économie sociale et solidaire, ce qu'il suppose, ce qu'ils engagent, les conséquences aussi des différents modes de contractualisation dans les relations et pour les structures, les pôles territoriaux de coopération économique. Delphine le disait, on aura l'occasion de creuser le sujet dans un webinaire prochain, et puis le sujet du jour sur les SIC. Mais je m'arrête là. Si vous avez des questions sur le RTS, n'hésitez pas. Et dans le chat, on aura l'occasion d'y répondre. Et puis, j'arrête le partage pour donner la main à Isabelle Amogé de la CGSCOP et des SIC. Merci Chloé. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas de Très problème bien. de travaux a priori. Juste avant de commencer le partage d'écran, je me présente rapidement. Donc Isabelle Amogé, je travaille à la Confédération générale des SCOP et des SIC. Je suis plus en charge de tout ce qui est sujet autour de la gouvernance et aussi des relations avec le monde de la recherche. Mais les sujets de gouvernance concernant les SIC sont nombreux, donc je suis amenée aussi à travailler sur le sujet des SIC. Je vais faire une présentation, j'espère assez rapide. On va demander voilà, d'être assez synthétique pour vous laisser justement la place aussi à la fin de l'ensemble de nos présentations à des questions, à des réactions, à des remarques. Donc, je vais démarrer le partage du document et vous verrez que voilà, j'essaie d'aller assez vite pour qu'après ce soit au plus près aussi, vous, de vos questionnements et de vos intérêts. Alors, je pense que normalement, ça fonctionne. Chloé, vous me dites juste si ça marche, comme ça je vais pouvoir démarrer. C'est bon. C'est bon, voilà. Euh, alors, donc peut-être rappeler déjà un petit peu les bases, c'est-à-dire que les sociétés, les SIC sont d'abord des sociétés. Hein, ce sont des sociétés de personnes qui peuvent prendre différentes formes commerciales. Aujourd'hui, elles peuvent prendre l'ensemble des formes commerciales possibles. Ce n'était pas le cas avant, elles ne pouvaient pas être SAS. Mais aujourd'hui, une SIC peut être une SARL, une SA ou une SAS. Mais c'est une société coopérative. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble on va dire du périmètre des coopératives, mais juste rappeler, on donnera des précisions et je pense que Benjamin aussi vous apportera des éléments complémentaires. Une coopérative, c'est une personne, une voix, c'est-à-dire que le capital est constitué par l'ensemble des parts qui sont apportées par les coopérateurs et que c'est un capital variable. Peut-être important à retenir, c'est-à-dire que par rapport à d'autres modes d'entreprise, il y a une libre entrée et sortie des sociétaires, ce qui fait, ça c'est une spécificité des coopératives de manière générale et ça s'applique pour les SIC. On verra que sur la question de une personne, une voix en assemblée générale, dans les SIC, il y a des modalités possibles de créer des collèges de vote et donc d'amener une modalité de vote qui est un petit peu différente de une personne, une voix. En tout cas, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Une autre spécificité des sociétés coopératives qui s'applique aussi d'une manière particulière, c'est la mise en réserve des excédents. C'est-à-dire qu'il y a une partie importante du résultat qui est affectée aux réserves qu'on dit impartageables. La réserve impartageable, c'est la pérennité de l'entreprise qui peut être assurée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on crée euh, un patrimoine collectif pour la SIC qui pourra être voilà, constituée au fur et à mesure de la vie de la coopérative et des résultats qu'elle peut produire. Et donc, la part du résultat qui est affectée aux réserves déductible des impôts sur les sociétés. Bon, c'est peut-être un petit détail qui concerne peut-être moins directement l'intérêt que peuvent avoir les collectivités, mais c'est important surtout de garder en tête le fait de la répartition du résultat qui est principalement affecté aux réserves. Et les SIC sont soumises à une procédure de révision quinquennale, c'est-à-dire que tous les 5 ans, la SIC doit pouvoir être révisée. C'est le principe de la révision coopérative pour vérifier qu'elle répond aux exigences du principe de coopératif. Je dis ça parce que c'est garant aussi pour, par exemple, des collectivités qui pourraient s'interroger sur, ben voilà, on va être partenaire d'une SIC, voilà, à part, voilà, il y a peut-être l'expert comptable qui fait un rapport, mais au-delà du rapport de l'expert comptable, la révision coopérative est un élément important. Alors, c'est une entreprise d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'à la différence, je vais faire peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins les SIC, pour d'autres ça va être peut-être un peu basique, mais
quand on prend une SCOP, puisque nous, on est un réseau aussi de sociétés coopératives de salariés, une SCOP, c'est une coopérative de producteurs, c'est une coopérative de salariés. Donc, c'est une coopérative qui est, voilà, qui rassemble les salariés autour d'un objet. Si vous prenez les coopératives agricoles, elles réunissent les producteurs agricoles. La SIC est la seule coopérative qui est multipartenariale, c'est-à-dire qui est multisociétariale. C'est la seule qui permet, qui est autour de son projet, différents types de sociétaires qui vont se réunir autour d'un objet commun et avec un caractère d'utilité sociale. C'est très spécifique au SIC, hein. Une autre modalité de coopérative le permet. Et pour rappeler que les SIC, en fait, sont relativement récentes, puisque le statut SIC a été créé en 2001. Je me disais, en entendant la présentation de Chloé, ça correspond aussi à peu près à la naissance du RTES, et sûrement pas par hasard. Voilà, donc un peu plus de 20 ans. Et la SIC, elle est le plus souvent, alors je vais faire parfois, je fais des généralités, on verra sans doute des spécificités avec vos exemples. Là, elle est bien ancrée sur un territoire géographique. Et cet ancrage aussi, c'est une particularité de la SIC qui lui permet d'associer justement ces différents sociétaires autour d'un projet commun. Euh, Aujourd'hui, il y a il y a une grande pluralité des SIC, on verra peut-être à travers vos exemples, mais de manière très générale, l'ancrage sur le territoire géographique, il est fort et il correspond justement à des attentes souvent des collectivités locales. Et la SIC, elle peut recouvrir tout un type d'activité pour peu qu'elle réponde au caractère d'utilité sociale et d'intérêt collectif, hein. Donc, je donnerai quelques exemples à la fin. Et donc, le multisociétariat, de manière un peu plus concrète, comment il se traduit? Il se traduit avec des exigences d'un minimum de 3 catégories qui sont les salariés ou des producteurs. S'il n'y a pas de salariés, il faut des producteurs, artisans, agricoles, etc. Des bénéficiaires, on va préciser c'est qui ces bénéficiaires. En fonction des projets, bah, ils vont être de nature différente. Et puis, il y a un troisième type d'associés qui, selon la SIC, va prendre des formes différentes. Et c'est là où les collectivités peuvent trouver leur place, hein. Et donc, aujourd'hui, les collectivités territoriales ou leurs groupements, etc., peuvent aujourd'hui être détenteurs du capital à hauteur de 50%. Donc voilà, il faut bien retenir cette notion de multisociétariat qui n'est pas seulement juridique, mais qui est aussi importante sur la dynamique de la gouvernance et de la vie de la coopérative. Mais voilà, quelques exemples de cycles que vous connaissez peut-être, hein, voilà, Enercoop, CITIF, qui sont des cycles d'envergure nationale, mais il y a aussi des cycles qui sont bien ancrés sur leur territoire. Je sais que tout à l'heure, il y a des témoignages de cycles, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et pour compléter et présenter un petit peu la manière dont nous, la CGSCOP, on intervient dans les territoires près des porteurs de projets. Donc, la Confédération générale des SCOP, elle regroupe l'ensemble des SCOP, elle ne regroupe pas l'intégralité des SIC. Il y a un certain nombre de SIC qui ne sont pas adhérentes à la Confédération générale des SCOP et des SIC. L'adhésion est libre et volontaire, mais on en regroupe un très grand nombre. Et on va dire notre organisation permet d'être au plus près des territoires et des porteurs de projets, que ce soit un ensemble de citoyens, et une collectivité locale, un ensemble de partenaires. Voilà. Il y a une organisation qui permet d'animer et de coordonner ce réseau et d'être aussi, on le fait souvent d'ailleurs en lien avec le RTES, même le plus souvent possible, aussi en représentation et en plaidoyer auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou régionaux, mais pour nous, souvent plutôt national, pour aussi faire avancer et progresser un certain nombre de points qui permettront encore d'améliorer le développement des cycles sur les territoires. Donc aujourd'hui, on est organisé en 9 unions régionales qui accompagnent les projets de coopératives depuis le début du projet jusqu'à son développement, à ses questions qui peuvent être d'ordre commercial, financière et de gouvernance. Donc, mes collègues sur le terrain sont voilà, à même de répondre à des sujets qui vont concerner l'ensemble de la vie de la SIC depuis sa naissance jusqu'à son développement, à sa diversification, etc. On a aussi des filières de métiers, mais bon, là, je vais passer plus rapidement dessus. Ça, c'est notre organisation. Et on a un réseau, vous avez vu, Chloé a présenté la carte du RTES. On a un réseau aussi qui est présent sur l'ensemble du territoire national, avec ce qu'on appelle donc les unions régionales, qui regroupent un certain nombre de salariés qui vont être les interlocuteurs des porteurs de projets.
qui sont peut-être déjà, vous, pour certains élus qui sont là, ou techniciens des collectivités locales avec lesquels vous êtes déjà en contact. Voilà, cette représentation, elle est sur tout le territoire. Et elle est aussi dans les DROM et TOM. Alors, on ne voit pas sur la carte, je me suis fait cette remarque tout à l'heure, alors qu'il y a un développement assez intéressant, assez important dans les territoires DROM-TOM des SIC en particulier. Les services, je disais rapidement, c'est accompagner en termes juridiques, par exemple la création d'une SIC, la rédaction des statuts, mais aussi le projet de gouvernance, le multisociétariat, l'adéquation du projet et des statuts aussi, et de la manière dont on va mettre en place ce projet. Donc, c'est dès le début un accompagnement à la fois juridique, euh, du développement du business aussi, de voir ce sont des sociétés, donc ça va être quoi les produits, qu'est-ce qu'on va vendre, est-ce que ça tient, voilà. Et puis on a des formations aussi qui sont proposées aux coopérateurs, formations qui leur permettent de prendre en main l'ensemble des dimensions de la SIC. Et j'insiste sur la question de la gouvernance, c'est un sujet auquel nos délégués sont particulièrement attentifs. Et dans le cadre des formations des coopérateurs, c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres SIC. L'animation territoriale, elle est importante aussi dans notre réseau et elle est de plus en plus, vu que le nombre de SIC grossit, c'est aussi de pouvoir, à l'échelle des territoires et de vos territoires d'ailleurs, voilà, vous en avez peut-être entendu parler, des rencontres entre sociétaires de SIC, voilà, pour se connaître, pour échanger sur ces pratiques, pour monter en compétences. Et nous, on fait aussi monter en compétences nos collègues qui sont sur les territoires. Benjamin du RTES a eu l'occasion d'intervenir lors de formations qui ont été dédiées au SIC. Et on voit qu'il y a un besoin, on va dire, de booster les compétences des référents, des délégués territoriaux, des réseaux SCOP et SIC sur le sujet des SIC, puisque c'est des sujets qui sont complexes et qui se développent, qui sont voilà, de plus en plus présents en termes de besoins. Et on a un certain nombre d'outils financiers aussi qu'on a développés en interne. Pour faire rapidement, je sais que les banquiers n'aimeraient pas que je dise ça, mais une forme de banque interne qui peut intervenir en prêt, en investissement aussi. Je vais donner un exemple. Hier, j'étais en contact avec Etikado, qui est une SIC qui propose des cartes, des chèques cadeaux responsables. C'est-à-dire, voilà une alternative pour consommer différemment auprès d'entreprises, enfin, pas auprès, avec des entreprises responsables. Et donc, Etikado, il a bénéficié de titres participatifs émis par la CGSCOP. Voilà, donc c'est assez concret. Donc, on les accompagne dans leur développement aussi par des outils financiers nationaux ou régionaux. Et puis, pour pas être plus longue, je vous ai mis... Isabelle, juste oui. avant, on a une question de Ah oui, parce que je précision ne vois pas le chat sur en même les temps. conditions Désolée. d'accompagnement. Ouais, Non, non, ouais. donc je préfère vous la poser maintenant. L'ARTIG demande à quelles conditions cet ou ces accompagnements, j'imagine à quelles conditions les structures peuvent-elles bénéficier des différents accompagnements, sans doute en tant que membre, mais je vous laisserai répondre. Et quelles modalités d'appui des partenaires financiers? Alors, on est un mouvement qui rassemble des adhérents. Donc, quand on rejoint le mouvement des SCOP et des SIC, on adhère et donc il y a une cotisation voilà, je ne rentre pas dans les détails des modalités de la cotisation. Alors, il ne se pose pas au démarrage du projet. En général, il y a une convention d'accompagnement des porteurs de projets. Et la cotisation, elle est calculée. Il y a différentes modalités. On choisit ou la valeur ajoutée, ou le chiffre d'affaires en général. C'est la valeur ajoutée qui choisit. Voilà, c'est une cotisation qui permet de prendre en charge l'accompagnement et le suivi des coopératives et qui abonde aussi aux outils financiers que je présentais juste avant. Ça, c'est une spécificité qu'on a depuis plus de 50 ans, où une partie de la cotisation des adhérents va de manière solidaire dans les outils financiers, même si demain, ma SIC elle n'a pas besoin des outils financiers, elle aura quand même contribué aux outils financiers, et peut-être que j'en aurai besoin dans 10 ans ou 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est important parce que voilà, peut-être que nous ne communique pas assez là-dessus. Donc voilà, les modalités, c'est vraiment les modalités il y a une convention d'accompagnement au démarrage du projet, et puis après, il y a des modalités de cotisation à un mouvement d'entreprise coopérative. Je pense que ça répond à peu près à la question. Oui, et Ouais. d'ailleurs, la personne en question vous remercie. Désolée, n'ayant pas votre prénom, je n'ai pas votre nom complet. Mais oui. Et Et les autres questions, on aura l'occasion de les aborder après.
Voilà. Et puis pour terminer, je voulais proposer, mais j'ai l'impression que quand je partage, je n'y arrive pas. Je voulais présenter le petit film qui est sur YouTube. Ouais, et ça Bah, ne sinon, ça ne marche pas quand c'est intégré dans on le un. mettra dans le lien. Ouais, alors peut-être ouais, on mettra dans le lien, vous pouvez le trouver sur YouTube facilement. J'ai mis aussi là une ressource il y a actuellement un MOOC qui est proposé par le CNFPT sur la SIC. Ça reste plutôt, qui s'arrête carrément collectivité locale. Et il y a aussi un site qui s'appelle lessic.com qui est très facile à trouver. Donc, vous avez pas mal de ressources. Juste pour dire qu'aujourd'hui, les SIC, c'est à peu près 1500 SIC sur l'ensemble du territoire, hein, et dans des secteurs d'activité extrêmement divers. On l'a vu dans les exemples, la mobilité, les énergies, la transformation de produits agricoles, la constitution de filières, euh, sur l'insertion, les sujets d'insertion, de réemploi, sur aussi la formation. Enfin, voilà, la SIC, elle est pas limitée dans dans ses secteurs d'activité. Voilà, ce qui fait sa spécificité, c'est bien l'utilité sociale, caractère intérêt collectif et la plupart du temps, son ancrage territorial. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour et qu'on pourra revenir dans les questions s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. Oui, Je vous merci. remercie. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, on va avancer dans les différentes interventions et puis on aura sans doute l'occasion de faire appel à vous à nouveau. Benjamin, je te donne la main. Bonjour. Donc Benjamin Gurpinet, moi je suis en charge de la mission d'accompagnement d'appui conseil aux collectivités territoriales au niveau du RTES et juriste du réseau. J'ai vu de premières questions dans le chat qui résonnent avec des questions qui nous avaient été transmises préalablement, je pense à l'entrée compétences. On avait prévu d'y répondre un peu plus tard, mais je vais quand même en dire deux mots là d'entrée. Euh, L'idée, alors Isabelle le rappelait, la SIC, c'est une société, alors d'abord une société ou d'abord une coopérative, en tout cas nécessairement articulée avec une société. En tout cas, c'est une personne morale de droit privé. L'originalité de la SIC et pourquoi est-ce qu'on en parle là, pourquoi est-ce que le CNFPT fait une formation, pourquoi est-ce que l'inspection générale des affaires sociales et des finances publiques a fait un rapport dernièrement, c'est parce que la SIC a donc la singularité de pouvoir associer les collectivités territoriales. Puisque jusque-là, les collectivités territoriales n'avaient que deux grandes possibilités d'association avec des formes d'entreprise. C'est des associations, puisque c'est quand même bien de rappeler que les collectivités peuvent encore participer à des aventures associatives et ces dernières peuvent avoir une activité entrepreneuriale, d'une part, et d'autre part, celle que vous connaissez aussi très bien les unes et les autres, que sont les entreprises publiques locales, donc sociétés d'économie mixte, sociétés participation locale, publique locale, CEMOP et toutes les déclinaisons, avec une distinction, c'est que là où en SPL, la collectivité est seule, là où en SEM, la collectivité est au moins est majoritaire en SIC, la participation des collectivités est limitée à 50% du capital social, c'est-à-dire que les collectivités sont nécessairement minoritaires en SIC, l'idée étant bien que on garde un véhicule dont le centre de gravité, il est plutôt la société civile, la participation citoyenne, d'autres partenaires entrepreneuriaux, etc., mais que vient soutenir, finalement, renforcer les collectivités. Donc une dynamique qui a bien pris depuis une vingtaine d'années maintenant, puisque je sais plus si Isabelle donne les chiffres, mais on a près de 1500 sites, je crois, et en tout cas, près d'une sur deux sont
on compte au moins une collectivité au capital social, et dans une majorité des cas, cette collectivité, elle est issue du bloc communal, commune ou interco. Dans une moindre mesure, on voit également des départements et des régions comme sociétaires des SIC, ce qui a fondé également un intérêt au SIC, puisque cette singularité de pouvoir non seulement accueillir des collectivités, mais au sein d'une même SIC, différents types de collectivités. Je m'explique, sur une SIC, sur un territoire, on va pouvoir retrouver d'une part la commune, pourquoi pas l'interco, pourquoi pas le département, voire encore la région comme sociétaire d'une même SIC. Mais on peut également avoir une SIC qui transcende un territoire et de retrouver plusieurs communes voisines au sein d'une SIC. Alors c'est pas rare, ce sont des SIC qui ont fait récemment l'actualité en termes des clubs de foot, puisque du coup ça transcende un territoire communal. Mais voilà, ça c'est une singularité qui est importante, notamment puisque s'agissant des entreprises publiques locales, avant une jurisprudence malheureuse et une révision du CGCT, il a été à un moment mis un coup d'arrêt au fait qu'on puisse s'en servir comme objet de coopération, c'est-à-dire de retrouver plusieurs collectivités de différentes compétences dans une seule et même SEM, par exemple. Alors c'est désormais possible, même si c'est quand même plus lourd en termes de formalisme qu'une SIC. Mais donc voilà, la SIC est quand même sortie du lot parce que c'est la seule forme d'entreprise, de société privée à entreprise publique locale à laquelle une collectivité, des collectivités, les collectivités peuvent prendre part. Donc avec un plafonnement à 50%, donc toute participation de collectivités publiques confondues. Je fais une incise parce qu'elles sont rares, mais on a également des SIC avec l'État au capital social. Le plafonnement de 50%, il ne concerne pas le capital public, il concerne la participation des collectivités locales. C'est-à-dire que si à un moment vous avez une SIC dans laquelle les collectivités montent à 50%, si ça intéresse l'État ou autre personne publique qui souhaite y participer, il pourra quand même y participer en plus. Ça rentre pas dans cette limite-là. Les SIC sont donc des entreprises de droit privé avec lesquelles les collectivités peuvent avoir finalement les mêmes types de relations qu'avec toute personne morale de droit privé. Représentez-vous. En fait, pour une SIC, il faut souvent se dire, je remplace SIC par association, je remplace SIC par SEM, et je vois ce que je peux faire. Et donc, de manière assez traditionnelle, une collectivité pourra subventionner une SIC, pourra attribuer potentiellement un marché public d'achat de biens ou de services, voire une concession de DSP à une SIC. Elle peut lui mettre à disposition des locaux. Voilà, toutes les relations que vous pouvez imaginer, ça peut être des partenariats divers, que vous pouvez avoir aujourd'hui avec une association ou avec une SEM par exemple. Projetez-vous que vous pourriez les avoir avec une société coopérative d'intérêt collectif, avec du coup cette spécificité que la collectivité peut en être également par ailleurs sociétaire, ce qui me permet de dire que, parce que c'est des idées reçues qu'on entend parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir préalablement attribué un marché public ou une subvention à une SIC pour légitimer le fait d'entrer comme collectivité au sociétariat. Donc de prendre une participation au capital social de cette SIC. L'inverse n'est pas vrai non plus. Il n'est pas nécessaire d'être sociétaire d'une SIC pour pouvoir lui attribuer une commande publique ou une subvention. Je vais un peu, Chloé, pour pas dépasser mon temps, parce qu'on a un gros temps de questions-réponses par Oui, la suite. après, Benjamin, si tu peux avoir encore une minute avant qu'on donne euh, la voix aux collectivités, enfin à la ville de Lille et à Lorient Agglomération pour leur partage d'expérience et avant de rentrer dans le détail des questions qu'on a Ouais. identifiées. Donc, si tu as encore quelques infos générales à donner, puis Alors, après, de les questions elles manière courte, parce reviennent. que la question elle revient, mais ça va expliquer pourquoi est-ce qu'on fait intervenir une commune et une interco en témoignage. Je disais sur la compétence, ça ne fait pas de doute aujourd'hui qu'une collectivité, toutes les collectivités donc ont la compétence légale suffisante
pour participer au cycle. En fait, il n'y a pas de compétences dédiées à la participation au cycle. L'idée, c'est que chaque collectivité peut fonder sa participation sur toute compétence légale dont elle dispose. On a une jurisprudence récente qui le conforte. Alors, ça faisait pas de doute pour la doctrine. Un préfet s'y est quand même frotté. Le tribunal administratif lui a répondu non, non. La participation au cycle n'est pas limitée, contingentée à une compétence développement économique au sens large. Toute compétence peut motiver une collectivité à participer à une SIC qui répond du coup à cette activité, au sens où on ne résume pas la SIC au fait qu'elle soit une entreprise, on s'attache finalement à son activité principale. Voilà, et c'est ce qui va motiver, ça va faire la transition, la participation, le cas échéant d'une commune, le cas échéant d'une interco, le cas échéant d'un département. Benjamin, François Esqueré demande une précision ou précision de compréhension sur Ouais. l'impossibilité pour les collectivités d'aller au-delà de 50%. Très concrètement, mettons une SIC qui aurait un capital social de 100 000 euros. Eh bien, les collectivités ensemble, donc différentes communes s'il y a lieu, peut-être le département, peut-être la région, en tout cas tout ensemble, leur participation respective au total ne pourra pas dépasser 50% de ce capital, donc 50 000 euros. Ou à l'inverse, si vous avez une SIC qui toque à votre porte, qui a déjà 50 000 euros de capital social réunis par des personnes privées, eh ben, les collectivités, alors ça peut être une collectivité toute seule, hein, une commune peut prendre ses 50% toute seule ou se répartir, mais en tout cas, les collectivités ne pourront pas souscrire plus de 50 000 euros de cette SIC. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère. Oui, très bien. Enfin, je pense qu'il y avait une incompréhension, mais effectivement, les collectivités ne peuvent pas aller au-delà de 50%. Et peut-être que ce que disait Benjamin, c'est que par contre, l'État, mais pas les collectivités territoriales, peut, lui, abonder. Il ne rentrera pas dans l'assiette des 50%. On est bien Voilà. sur 50% de participation maximum des collectivités territoriales. Et on parle Voilà. des collectivités et de leurs groupements, c'est-à-dire que, alors ça paraît pas nécessairement faire sens, mais selon notre étude, un établissement public local, genre votre CCAS pour une SIC qui ferait du portage de repas par exemple, pourrait rentrer au-delà de ces 50%, puisque techniquement c'est pas un groupement de collectivités, mais typiquement un syndicat mixte sera au même titre qu'une EPCI dans la limite des 50%. Merci Benjamin. Je vais tout de suite donner la parole à Éric Bécard. Éric, je vous laisse déjà Bonjour à vous tous, vous m'entendez présenter. bien? Bonjour Éric. Voilà, donc je suis Éric Bécard, chargé de mission économie sociale et solidaire, emploi et formation à Lorient Agglomération. Donc je vais vous témoigner de l'implication de notre agglomération dans une SIC WinCop. Peut-être dire un mot de WinCop pour démarrer. Donc WinCop est une compagnie maritime donc, qui se qualifie donc de militante avec un statut SIC. Elle travaille actuellement sur l'ouverture d'une première ligne commerciale vers Madagascar pour l'automne 2026, avec la particularité d'un transport à voile. Il y a pas mal d'initiatives de transport à voile, mais celle-ci est encore plus particulière puisqu'elle a fait le choix de livraison par conteneur et non pas en vrac ou en palette, en essayant de tenir un principe d'un mois de traversée avec une livraison directe à des ports secondaires, alors que les transports traditionnels se limitent souvent aux ports principaux. Donc globalement, en temps de trajet, on va arriver à des choses à peu près équivalentes. Vous dire aussi que actuellement, donc WinCop vient de finaliser un prototype de paquebot à voile qui permettra de charger 180 conteneurs et 1800 tonnes de marchandises. Un gros travail d'ingénierie, d'optimisation du modèle entre les contraintes de rentabilité financière, de propulsion vélique. Hein. Il y a évidemment un enjeu sur le poids du paquebot et puis de vitesse. Alors, WinCop est de fait une SIC aujourd'hui qui rassemble 1510 sociétaires. Il s'agit aussi bien de chargeurs que de partenaires financiers, de logisticiens, que de particuliers et salariés. Et puis donc, collectivités locales ou institutions. En la circonstance, nous sommes actuellement les seuls impliqués dans ce qui sera, c'est pas encore tout à fait formalisé, un collège institutionnel.
Alors pourquoi Lorient Agglomération s'est investi dans cette aventure? Euh, bon, vous le savez sans doute, hein, mais le territoire de Lorient Agglomération est ouvert sur la mer et de fait, la ville de Lorient a été créée en 1666 à l'initiative de Colbert pour y installer la Compagnie des Indes orientales. Donc, de fait, nous sommes issus de la mer avec quelques grands axes, hein. Évidemment, il y a toute l'activité portuaire, pêche, marchandises, transport de particuliers. Il y a la construction navale, donc, qui était inhérente au baptême de la ville, et puis beaucoup d'innovations, notamment dans le monde du nautisme, des courses au large, par exemple. Donc, bon, on pense avoir une vraie expertise sur ces questions et de fait, vous le savez sans doute, mais notre maire et président d'agglomération, Fabrice Oer, a été nommé ministre délégué en charge de la mer et de la pêche il y a quelques semaines. Donc, de fait, la maritimité est au cœur de notre projet de territoire. On va dire deux grands axes forts, la construction navale, qui a suivi un peu l'évolution des matériaux. On a commencé par le bois, on s'est ensuite évolué vers l'acier, et aujourd'hui, le composite prend de plus en plus de place, hein, pour ses vertus de résistance et de légèreté. Et puis donc l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, notamment beaucoup autour du nautisme. Et pour l'illustrer, eh bien, nous allons accueillir l'année prochaine l'équipe française de la Coupe América. C'est un peu la Formule 1 des courses nautiques, hein, avec un grand niveau de technicité et d'excellence. Et on espère que ce nouvel équipage va faire ruisseler ces innovations, on va dire, sur les autres équipes de course au large et puis, pourquoi pas, sur l'économie locale. Donc ça, c'est pour illustrer un peu cette inclinaison de la maritimité. L'innovation, elle se traduit aussi par une réflexion autour de la décarbonation du transport maritime et donc précisément de la propulsion vélique, qui est un gros enjeu, hein, maritime. Et de fait, donc, ça nous a naturellement. Alors, c'est Lorient Agglomération qui a été à l'initiative, hein. Je précise que WinCop est un projet récent, hein, qui est né en 2022, hein. Comme je vous l'ai dit, ils sont en phase de prototypage. Ils viennent de finir le prototype. Ils sont en train de traiter les appels d'offres constructeurs. La décision doit être prise, je crois, la semaine prochaine pour la livraison d'un premier paquebot au printemps 2026 et un démarrage commercial à l'automne 2026. Donc, ils sont encore en phase de montage. C'est Lorient Agglomération qui a pris l'initiative de se rapprocher d'eux, clairement, et de devenir sociétaire avec, bon, des parts modestes, hein, 5 000 euros. Mais pour nous, c'était aussi la possibilité de leur permettre de pouvoir faire connaître la signature de l'agglomération pour faciliter leur levée de fonds et convaincre d'autres financeurs, ce qui, dans les faits, s'est traduit comme cela. Alors aujourd'hui, donc, ils sont en phase projet, comme je vous l'ai dit, donc ils ont un rythme de réunion de leurs administrateurs qui est très soutenu tous les mois, avec une vraie volonté de collégialité des décisions, mais avec un rythme très rapproché. Donc aujourd'hui, l'agglomération n'est pas en capacité de s'impliquer réellement dans la gouvernance, mais on ne s'interdit pas du tout de le faire quand ils seront en mode exploitation, consolidation et développement. Donc, on a des échanges avec eux, ils devraient créer un collège institutionnel, comme je l'ai dit. Pour le moment, nous en sommes les seuls membres. Euh, mais voilà, donc à l'avenir, on prendra certainement notre place dans la gouvernance de cette SIC orientée vers la mer et notamment vers l'innovation autour de la propulsion vélique des paquebots à voile. Et j'ajoute une dernière chose, ça a aussi du sens par rapport aux matériaux, puisque les paquebots à voile se déplacent avec des mâts très hauts, mais qui se doivent d'être légers et résistants, et donc en composite. Et c'est un nouveau savoir-faire que développe également l'Orient Agglomération. C'est donc une autre synergie autour de l'innovation, on va dire, du développement économique et de la maritimité. Merci beaucoup, Eric, pour ces éléments. On aura l'occasion par la suite de revenir vers vous aussi par rapport à d'autres questions et témoignages. Et puis, si vous avez des demandes de précision dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, je vais donner la parole à Adeline Franzetti de la ville de Lille. Je pense qu'Adeline, tu as... Ah, Et je suis là. je sais que tu es là et j'arrête mon partage parce que je crois que tu Mais j'ai partages. lancé le mien. Voilà, Je ne sais pas super. ce que vous voyez.
On le voit, alors pas en plein écran, mais on le voit. Alors, en plein écran. Si tu vas sur diaporama, c'est en haut sur la ligne. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà, donc c'était un petit témoignage sur nous à la ville de Lille, comment on participe au cycle. Donc moi je suis Aline Franzetti, je suis chargée de mission économie sociale et solidaire à la ville. Donc, alors comment on fait pour... Voilà. Donc, vous parlez un petit peu du... Donc, nous, on a une politique ESS depuis aussi les mêmes années, RTES, les sites, tout ça, donc depuis 2001-2002. Et on a un cadre d'intervention sur l'ESS qui fait l'objet d'un écrit qui s'appelait un plan local de développement de l'ESS auparavant et qui aujourd'hui s'appelle une stratégie. Donc, on est dans le cadre de la stratégie ESS 2021-2026 qui est chaque fois, hein, c'est la 5e, co-construite avec les partenaires du territoire. Cette stratégie, elle a 20 priorités et elle a 4 axes, dont un qui traite des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc c'est à l'intérieur de l'axe faciliter et encourager l'entrepreneuriat collectif. On a participé de manière active à la gouvernance des cycles dans lesquels la municipalité est associée à investir du capital. Et surtout, on a formalisé une stratégie de participation de la ville dans les SIC et la rendre lisible afin de définir, et donc de définir les critères pour entrer, investir, pour recapitaliser si c'est nécessaire et pour en sortir. Ce qu'on a, donc comme ça fait longtemps, je reviendrai après, hein, j'ai une petite liste des SIC dans lesquels on est, comme ça fait quand même longtemps maintenant qu'on est dans ces sociétés, auparavant, il n'y avait pas vraiment de coordination de quels étaient les élus qui allaient siéger dans ces cycles. Donc aujourd'hui, le principe qui a été retenu, c'est que c'est les élus dont la SIC travaille une compétence qui siègent avec parfois un autre élu en suppléant et parfois l'élu délégué à l'ESS en suppléant et que ces 5 ou 6 élus se coordonnent annuellement dans un groupe de coordination qui est créé dans cette stratégie. Alors, très concrètement, où est-ce qu'on siège et où est-ce qu'on a siégé depuis 2007, la ville de Lille participe à la cycle d'autopartage Lille à autopartage. On est aussi dans 2 cycles autour de la petite enfance. Et puis depuis plus récemment, on est sollicité sur des projets micro-locaux, on va dire un peu de tiers-lieu, café participatif autour de la restauration. Et donc là où sont les élus du quartier qui siègent. Historiquement, on avait aussi siégé dans une coopérative d'énergie solaire. Alors, l'élu délégué à l'ESS à l'époque était aussi à la communauté urbaine qui est devenue la métropole depuis. Donc, c'était quand même une compétence travaillée là. Pareil hein, pour l'île à autopartage sur le transport. Et puis, on a siégé aussi dans une SIC qui commercialement n'a pas survécu et donc qui a été liquidée. Et donc, de fait, on en est forcément sorti. Je ne sais pas si je donne quelques détails un peu plus loin sur un petit peu ce que ça représente et pourquoi on y est. Combien de sociétaires sur Ah, City. pardon, Adeline, j'avais mon micro coupé. Ce que je te propose, c'est que pour l'instant, on s'arrête là. On reviendra vraiment sur les exemples. Comme ça répond aussi à des questions qui ont été posées très précises sur le montage, la participation. Ok. Par contre, on a plusieurs demandes pour savoir si tu accepterais de partager la stratégie de la ville de Lille. Voilà. On la met dans le chat. Ah bon, si c'est dans le chat, c'est super. Et sinon, Ouais, on l'enverra ensuite par la suite. on va. Euh, et, et voilà.
Et du coup, eh bien, ce que je vous propose, c'est comme je vous le disais au début, on va reprendre quelques questions que vous aviez eu l'occasion de poser en vous inscrivant. Benjamin y apportera une première réponse juridique synthétique et puis on invitera toutes celles et ceux qui ont une expérience ou un complément à apporter à le faire. Je repartage mon écran. Et surtout, n'hésitez pas à poser d'autres questions en complément. Alors, la première question, assez large, même si vous avez déjà eu plusieurs éléments à apporter. Quelle relation possible entre une SIC et une collectivité? Et surtout, comment les différents types de relations s'articulent-elles entre elles? Et qu'est-ce que ça peut impliquer en termes de risque de conflit d'intérêts? Alors, je l'évoquais, puisque là, la question est plutôt sur les implications que sur les différentes relations. Les différentes relations, on l'a dit, mais je le rappelle, c'est effectivement une SIC, comme toute personne morale de droit privé, peut bénéficier de subventions, de commandes publiques, d'une mise à disposition de locaux, de l'exonération de quelle taxe, j'imagine. Enfin bon, en fait, l'idée, c'est qu'une SIC peut mobiliser toutes les formes de soutien que pourrait mobiliser une association ou une SEM. C'est vraiment le parallèle qu'il faut avoir. La question là, elle est surtout sur la problématique de conflit d'intérêts, puisque du coup, vous aurez bien compris, puisque le message rentre, maintenant vous avez tous en principe désigné un déontologue, que on a des problématiques de conflit d'intérêts qui peuvent exister, y compris lorsque un élu est mandaté dans une structure au nom de la collectivité. La SIC n'y échappe pas. Au demeurant, on a quand même un certain nombre de bonnes pratiques qui sont quand même développées et d'usages dont vous avez l'habitude. La SIC, elle n'a pas de privilège par rapport, c'est pour ça que la référence à une entreprise publique locale, elle est intéressante, elle n'a pas de privilège par rapport à une SEM. Si vous devez aujourd'hui vous déporter, sortir du conseil lorsqu'il s'agit d'attribuer un marché, enfin une DSP ou une subvention à une société d'économie mixte, alors même que votre collectivité en est majoritaire, vous imaginez bien que cette même obligation de déport préside lorsque vous attribuez un marché ou une subvention ou que vous signez une convention d'occupation du domaine public avec une SIC dont vous êtes sociétaire, toutefois minoritaire, peu importe d'ailleurs la place que vous y avez. Donc effectivement, de manière assez formelle, lorsqu'il y a lieu d'attribuer un avantage à la SIC, il s'agit de se déporter. Alors je dis en conseil, mais évidemment, vous n'êtes pas censé vous en occuper plus en instruction, en commission, etc. Ceci dit, ça me paraît quand même puisque la question de l'actualité du régime avait été posée, ça me paraît quand même de signaler une évolution une évolution. Il n'y avait pas de doctrine de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Jusque-là, il se trouve que depuis mai 2023, la haute autorité a publié sa doctrine, puisque c'est notamment des délibérations qu'elle avait adressées à des collectivités antérieurement, mais qui du coup sont désormais publiques, ont une portée générale. En gros, la HATVP considère, ce qui n'était pas évident, donc considère pour ce qui est des conflits d'intérêts que la SIC doit être considérée comme une entreprise publique locale, c'est-à-dire que effectivement il faut se déporter lorsqu'on lui attribue un avantage. Par contre, vous avez quand même la possibilité de siéger sur d'autres questions. Vous avez quand même la possibilité, enfin l'élu qui siège dans la collectivité a la possibilité de soutenir des rapports ou de répondre à des questions et de présenter l'activité de la SIC à laquelle participe la collectivité. Ce qui d'ailleurs a fait permet au RTS d'encourager, alors ça illustre bien ce que disait Adeline, le fait qu'on est vraiment dans les SIC l'élu en charge de l'activité principale de la SIC, en tout cas en charge de la compétence
à laquelle répond la SIC. Le SS, on l'a souvent dit par ailleurs, n'est pas une compétence. Je dis ça parce que effectivement, au départ, les SIC étant très méconnus et encore très portés par les élus SS au sein des collectivités, c'est souvent ces mêmes élus en charge de l'économie sociale et solidaire qui héritaient finalement du siège de la collectivité dans la SIC, mais parfois dans les SIC n'ayant rien à voir finalement avec leur champ avec leur délégation, puisque les SIC ont des activités aussi diverses que les entreprises et ne raisonnent pas plus que ça, pas nécessairement plus que ça au-delà de leur forme coopérative avec les délégations MSS. Mais cette désignation, elle était aussi opportune parce que on s'imaginait, peut-être à juste titre, avant mai 2023, qu'il pouvait être risqué pour un élu, je sais pas, au traitement des déchets, de siéger dans une SIC qui aurait un marché en la matière. Cette problématique-là, elle est donc levée par cette évolution doctrinale de la HATVP, donc ce qui facilite et c'est beaucoup plus efficient de désigner l'élu qui a la délégation dans la SIC qui intéresse cette délégation plutôt qu'un élu qui juste suit les SIC et pas plus. Benjamin, on a une question sur le vocabulaire que tu as employé. Que veut dire déporter? Quand tu dis c'est déporter les L'obligation de déport, en fait, c'est le fait au moment où en conseil municipal, conseil de territoire ou autre, arrive en délibération l'attribution, par exemple, d'une subvention à la SIC, c'est le fait que vous deviez non seulement vous abstenir de voter, encore que là, il y a une différence entre la doctrine de la HATVP et la jurisprudence, mais je vous conseille plutôt de suivre celle-là et celle de la Direction générale des collectivités territoriales, puisque la DGCL dit il suffit de s'abstenir de voter. La jurisprudence et la HATVP disent il faut carrément sortir de la pièce qui accueille la réunion du Conseil. Donc l'obligation de déport, c'est ça. Et Et donc, elle se joue à titre individuel, parce que ça a Elle rien se joue à titre individuel, ouais, tout à fait. C'est vraiment l'élu qui siège dans la SIC qui, le cas échéant, sort de la pièce dès lors qu'il. Enfin, voilà. Merci Benjamin. Avant S'il vous plaît, oui, c'est moi qui avais posé la question, donc je tiens à vous remercier, mais en complément, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que donc aujourd'hui une collectivité ou une Comcom peut participer financièrement à un projet, même si c'est un élu qui le porte. Oui, alors après, il y a un autre sujet, puisque du coup, il arrive que d'une part, on ait des élus locaux dans des SIC parce que la collectivité y participe et a désigné un élu local, mais il n'est pas rare qu'on retrouve également dans des SIC des élus locaux à titre privé. C'est pas tout à fait le même régime lorsqu'un élu local siège à titre privé dans une SIC parce que c'est ses engagements privés et que par ailleurs, de manière concomitante, préalable ou successive, il se retrouve élu. Son rapport n'est pas tout à fait le même vis-à-vis de la SIC. L'obligation de déport est un peu plus importante s'il est à titre privé, mais ce n'est pas illégal, irrégulier ou autre. Une collectivité peut en effet soutenir et participer à une SIC à laquelle seraient par ailleurs investis à titre privé d'autres élus locaux. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de la question, mais ça me permet de souligner que c'est une possibilité, comme pour une association. qui avait d'ailleurs été explicité dans le chat. Merci beaucoup. Donc voilà pour la question de conflit d'intérêts. Et j'ai une question, une question quand même qui concerne bien l'articulation des différentes interventions que souhaite poser Christophe. Oui, merci Chloé. Bon, la réponse était en creux, il me semble, dans ton intervention, Benjamin, mais juste pour en être tout à fait certain, la passation d'un marché public d'une collectivité à une SIC dont elle serait partie prenante, on est d'accord que on est dans le cadre d'une mise en concurrence normale et on ne considère pas que c'est du in-house qui permettrait un gré à gré. Alors, effectivement, la question mérite d'être posée. Alors, il n'y a pas de jurisprudence, mais la doctrine est assez consensuelle sur ce point-là, et notamment puisque la question s'était posée entre la différence de régime entre une SEM et une SPL.
De la même façon qu'une société publique locale dans laquelle votre collectivité est actionnaire à 100%, bah, vous pouvez faire du in-house, c'est-à-dire de la quasi-régie, c'est-à-dire passer à un marché public ou une DSP sans mise en concurrence, parce qu'on estime que c'est le prolongement de votre propre personne publique. Mais dans votre SEM, alors même que vous y êtes majoritaire, eh ben, vous êtes tenu. Donc in-house, ça veut dire quasi-régie dans le code de la commande publique. Alors que votre SEM, dans laquelle vous êtes pourtant majoritaire, parce qu'il y a même seulement 1% d'actionnaires privés, c'est la doctrine européenne, vous êtes quand même tenu de mettre en concurrence votre propre SEM. Alors, il vous échappera pas que dans la quasi-totalité des cas où votre SEM candidate à un marché dans lequel vous allez régulièrement mise en concurrence, l'attributaire final est quand même le plus souvent votre SEM. Et ben c'est pareil en SIC. Une SIC, ce n'est pas une SPL, vous n'y êtes pas seul. D'ailleurs, vous y êtes nécessairement minoritaire, donc on a des personnes privées, nécessairement à minima les salariés, mais d'autres. Et donc, la présence au capital social de ces personnes privées justifie que, en termes de droit de la commande publique, vous soyez tenu d'une procédure de mise en concurrence, alors qui n'est pas plus stricte que d'autres. Hein. C'est pas parce que vous en êtes sociétaire que il faut appliquer une publication européenne lorsque vous êtes en dessous des seuils, par exemple. Hein. Lorsque vous pouvez faire du gré à gré en dessous des seuils, vous pouvez tout aussi le faire avec une SIC dans laquelle vous êtes membre. Mais effectivement, vous pouvez pas faire de in-house donc de quasi-régie en fixe qui, d'expérience, empêche pas du tout de passer des marchés publics ou des DSP en SIC, puisque, je disais, le parallèle, il est celui des SEM. Il est d'ailleurs 100% des SEM sont attributeurs de commandes publiques et en général bien placés à l'attribution, alors même que elle compte la collectivité à son nom. C'est très clair, merci. Merci. Alors, passons à la question suivante. Sur quelles compétences légales peuvent se fonder les relations entre collectivités et SIC, même si là encore, plusieurs éléments ont déjà été abordés? Oui. Alors, juste rapidement, parce que c'est dans le chat, sur l'obligation de déport, elle s'impose en conseil délibératif, mais en principe également dans les cadres de travail d'instruction, donc les commissions, etc. Même si je sais que la pratique est très répandue en conseil, elle n'est pas encore autant qu'il le faudrait dans les cadres de travail préparatoires, mais normalement, si. Je ferme cette parenthèse. Donc, pour revenir sur la question de compétences, alors on a un peu défloré la question. Ça me permet de préciser la jurisprudence qui l'appuie. Alors, la doctrine était consensuelle sur le fait qu'il n'y avait pas de doute pour que ce soit les profs de droit ou la direction générale des collectivités locales sur le fait que la seule compétence permettant d'entrer dans une SIC n'est pas la compétence d'AVECO et toute collectivité peut entrer dans une SIC dès lors qu'elle a l'agilité intellectuelle suffisante pour trouver la compétence qui le justifie. Ça ne faisait pas de doute, ça ne faisait pas de doute non plus dans le rapport de l'IGAS et de l'IGF de 2021. Mais ça faisait doute dans la tête du préfet de la Vienne. Donc, le tribunal administratif de la Vienne a pu lui rappeler l'état du droit. Donc, ça date du 25 mars 2024. C'est la seule et unique jurisprudence existante pour ce qui est des SIC. Elle est plutôt saluée par la doctrine, parce que voilà, elle enfonce un peu une porte ouverte, mais c'était bien d'avoir un juge qui le dise aussi. Donc, les collectivités peuvent mobiliser toutes leurs compétences pour entrer. C'était le cas en particulier d'une commune, en l'occurrence la ville de Poitiers, qui souhaitait rentrer dans une SIC dans laquelle était déjà la métropole de Poitiers, donc son interco. Donc, ce qui permet aussi de dire que une SIC peut répondre à différentes compétences. Pourquoi est-ce qu'on peut retrouver une même SIC différentes collectivités qui ont des compétences différentes? C'est-à-dire que la SIC peut adresser différentes compétences à partir d'un même projet social. Une même SIC va pouvoir, par une partie de ses activités ou par un aspect de ses activités, répondre à une compétence communale, par un autre aspect de ces mêmes activités, répondre à une compétence intercommunale, par un autre aspect départemental, etc. On a plusieurs exemples de SIC qui ont différents niveaux de collectivité territoriale sociétaire. Ça n'a jamais posé de problème. Et la seule fois qu'un préfet a soulevé le cas, le tribunal a permis de préciser que ça ne posait pas de souci. Cette décision, elle a également permis de préciser que, au-delà de la compétence,
parce qu'elle s'appuie finalement cette décision sur la dérogation légale de la loi coopérative, donc il y a une dérogation au Code général des collectivités territoriales qui effectivement en principe prohibe la participation à une société commerciale, sauf arrêté ministériel. Donc là, on n'a pas d'arrêté ministériel, hein, c'est bien ce que ça veut dire. Vous pouvez participer à une SIC sans arrêté ministériel. Au demeurant, la loi coopérative ne posait par exemple pas la condition de compétence, mais ça a été précisé par la doctrine, mais ni d'intérêt public local. La doctrine et le dernier jugement a également précisé qu'il fallait également justifier d'un intérêt public local, donc un intérêt général apprécié par la collectivité, et a permis de préciser que cet intérêt public local ne se résume pas, ne se limite pas, même si ça peut être ce motif-là, mais ne se limite pas à la carence de l'initiative privée, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans une SIC quand bien même celle-ci, parce que c'est une entreprise et que c'est assez commun, rentre en concurrence avec d'autres initiatives privées sur le territoire. Ce n'est pas rédhibitoire, ça n'empêche pas la participation de la collectivité. Alors, a fortiori, si la SIC remplit un service qui est même pas du tout ou mal servi par le privé, c'est une justification suffisante, mais ce n'est pas la seule justification possible pour entrer dans une SIC. Tout intérêt général, en fait, ça va être la compétence et l'intérêt public local, ça va être les deux mêmes conditions à réunir, tant pour une participation au sociétariat que pour une subvention. Et ça me permet de revenir sur la question de est-ce qu'une EPCI peut subventionner, parce que ça s'est posé. Pourquoi est-ce que cette question elle se pose notamment parce que malheureusement dans le rapport IGAS-IGF de 2021, il a été écrit que un groupement de collectivités ne pouvait pas être sociétaire d'une SIC parce qu'il se trouve que dans la dérogation légale, c'était pas précisé, c'était marqué les collectivités territoriales. Alors que le législateur avait évidemment entendu intégrer les groupements. La doctrine pensait que c'était quand même possible pour le groupement, mais comme l'IGAS-IGF l'avait écrit, on a porté, alors avec la CGSCOP également, un plaidoyer pour qu'à l'occasion de la loi 3DS de février 2022, eh bien, soit précisé au texte qu'en termes de subvention, c'est le lien que je vous ai mis dans le chat, tant une collectivité, donc commune, département, région, qu'un groupement de collectivités, donc EPCI, peuvent bien subventionner une SIC. Alors, ça n'a jamais fait l'objet d'un jugement, mais en parallélisme avec la dérogation légale pour participer au sociétariat, cet article est une dérogation légale aux dispositions du Code général des collectivités qui, en principe, empêcherait par exemple de subventionner ou d'aider une entreprise. Voilà, d'autant plus que ces aides-là sont pas gratos. On file pas une aide qui peut être redistribuée en capital comme le sont parfois certaines aides régionales aux entreprises. Non, là on est sur une aide qui est fléchée sur une activité d'intérêt général qui répond aux compétences de la collectivité. Donc pas de difficulté lorsque c'est bien fait pour subventionner une SIC, quel que soit son niveau, donc également quand on est une commune, une interco ou un département. Je reviens à mes questions. Merci Benjamin. Du coup, je pense que ça fait directement le lien avec la question suivante sur est-ce que soutenir une SIC est toujours une aide aux entreprises? Alors, et ça me permet, si on affiche les éléments de réponse, Ouais. de préciser. Alors, notamment, là, on a décliné la question, notamment parce que ça me permet de donner une autre singularité des SIC. Donc, première singularité, les SIC peuvent accueillir des collectivités. Autre singularité, les SIC, en fait, les SIC, l'ensemble des coopératives, mais les SIC, parce que ça correspond à leur modèle, peuvent être un débouché pour des associations en quête de développement et de professionnalisation. Je m'explique. Une association n'a pas le droit de se transformer en société. Alors, vous me direz, mais pourtant, on voit souvent des startups qui disent que c'est des associations, qu'elles se sont transformées. C'est complètement illégal. Ça veut dire qu'elles ont lancé une activité sous forme associative, qu'elles ont poursuivie sous forme associative. C'est probablement un abus, mais à la limite, c'est pas mon sujet. Ça me permet de rappeler qu'une association n'a pas le droit, c'est illégal, de se transformer en société commerciale de toute forme. Une association ne peut seulement se transformer en groupement d'intérêt économique, ce qui n'est pas très intéressant puisqu'on a une responsabilité illimitée aux dettes, je passe, mais elle peut surtout se transformer en toute forme de coopérative, pas seulement en SIC,
ça peut être une SCOP, mais en toute forme de coopérative. Et pourquoi la SIC? Parce que la SIC, de par le multisociétariat, va être la forme de coopérative dans laquelle les associations qui ont un sociétariat divers vont pouvoir se retrouver. Et notamment une association qui associerait d'ores et déjà une collectivité pourrait pas se transformer en d'autres formes de coopératives, alors que du coup, elle pourra se transformer potentiellement en SIC. C'est le cas des associations qui, par exemple, vont développer des activités économiques fortes, potentiellement du coup ne plus devenir fiscalisées et à ce moment-là apprécier, parce que c'est effectivement le cas, qu'elles ont un régime fiscal plus favorable en tant que SIC qu'en tant qu'association fiscalisée. Je reviens Peut-être sur... Ouais. peut-être que là-dessus, avant que tu poursuives sur l'aide aux entreprises, Isabelle a mis un commentaire là-dessus. Je ne sais pas, Isabelle Lamogé, si vous souhaitez compléter sur le fait que justement, dans le cadre de transformation d'associations existantes, ce n'est pas exactement le même type d'accompagnement. Alors, je suis pas du tout aussi calée que Benjamin sur toutes les questions qui sont liées aux trois coopératifs en lien avec le droit des collectivités. C'était juste une attention à avoir aussi sur le fait que la SIC, il y a certes des questions on va dire, juridiques liées à sa forme et à l'apport au capital de différents partenaires. Et c'est aussi une entreprise dont il faut animer le sociétariat. C'est-à-dire que tout à l'heure, la personne qui représentait la collectivité de Lorient a dit qu'ils hésitaient encore, ils allaient voir à rentrer à la gouvernance parce que ça prend du temps, etc. Donc, je pense aussi à se poser la question quand on est une collectivité et quel que soit, quand on est un sociétaire, tout simplement, pas forcément une collectivité, quand on est un sociétaire d'une SIC, au-delà de la part sociale, qui est déjà un engagement fort, quelle va être notre place? Et je faisais un petit aparté là sur les transformations d'associations SIC qui, c'est vrai, demandent un accompagnement spécifique parce qu'il y a tout un existant et il y a un existant de relation avec la collectivité, mais avec les autres parties prenantes, c'est vrai aussi, mais particulièrement avec les collectivités. Une collectivité qui est partenaire d'une association, c'est pas pareil pour moi, enfin, et tout ce qu'on voit aussi nous dans ce qu'on accompagne, c'est pas pareil que d'être sociétaire d'une SIC. C'est-à-dire la place est différente. C'est pas un engagement pareil. On devient sociétaire d'une entreprise, Benjamin l'a rappelé plusieurs fois que c'était une entreprise commerciale. Donc, c'est aussi s'interroger à ce moment de transformation sur les aspects légaux et de faire les choses correctement, mais aussi sur la place qu'on souhaite avoir en tant que collectivité. Est-ce qu'on va à la gouvernance? Est-ce qu'on n'est pas dans le conseil d'administration, dans le directoire? Voilà. Ces questions-là, en particulier lorsqu'il y a une transformation, puisqu'elles changent le modalité de relation, elles sont importantes, il me semble, à se poser. Merci, Yes. Isabelle. Je reviens, non, mais la précision est importante. C'est aussi pour ça que non seulement on a des associations qui se transforment en SIC, mais que parfois aussi, quand on crée une SIC, parce que c'est du travail, parce que justement il y a des enjeux de sociétariat, même si on sait que c'est une SIC à la fin, on va quand même d'abord créer une association qui va rester association pendant 1 ou 2 ans de période d'amorçage. Ça permet aussi d'affiner qu'est-ce qu'on souhaite comme équilibre de gouvernance, etc. Et c'est plus souple de le faire changer en association. C'est pas compliqué de le faire changer en SIC non plus, mais c'est quand même plus souple de faire des modalités, des changements au greffe des assos qu'au greffe des sociétés. Et ensuite, une fois que l'amorçage est passé, on transforme en SIC. Je le disais aussi parce qu'en termes de droit européen, puisque la prohibition des aides aux entreprises dans le Code général des collectivités territoriales est une transposition de droit européen, enfin est une transposition, pas vraiment, parce que le droit européen n'empêche pas, mais en tout cas est lié au droit européen. Le droit européen, la doctrine européenne, ne considérera pas systématiquement qu'une SIC est une entreprise. Ça peut surprendre, mais selon la doctrine européenne, on ne s'attache pas nécessairement à la forme juridique. La doctrine européenne a pu reconnaître qu'une association, même reconnue d'utilité publique, pouvait, dans certains cas, alors c'était le cas d'une ARUP italienne, être considérée comme une entreprise. Et ben, de la même façon, la doctrine européenne a pu considérer qu'une coopérative, même avec une forme de société, pouvait ne pas être considérée comme une entreprise. En fait, ça va être regardé financement par financement. Peut-être que pour telle subvention, c'est une entreprise, mais peut-être que pour telle autre, non. Parce que ça va dépendre de l'activité, du modèle économique, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir, même si Isabelle rappelait qu'une SIC, c'est avant tout une société dans sa forme juridique, pour ce qui est des collectivités territoriales, une SIC ne sera pas nécessairement vue comme une entreprise pour la limitation des aides d'État. Notamment,
Voilà, que par ailleurs, ça me permet de rappeler, mais je le disais aussi, et ça c'est la doctrine, c'était une réponse ministérielle en avril et puis une instruction en mai 2020 de Jacqueline Le Gouraud lorsqu'elle était du coup ministre des collectivités territoriales et qui précisait que nonobstant la loi NOTRe, on devait pouvoir subventionner normalement les acteurs de l'ESS dès lors que ça s'inscrit en lien avec les compétences de chaque collectivité. C'est le même raisonnement pour la SIC, même si la SIC, comme je disais, a une dérogation légale. Je le disais également, cette dérogation, elle bénéficie également au groupement, même s'il a fallu attendre 2022 pour que ce soit précisé dans la loi. On a eu une période de flottement, mais ça ne fait plus de doute, hein. On avait des EPCI qui subventionnaient bien avant la loi 3DS et qui continuent de le faire. Et enfin, mais c'est ce que je disais avec l'association, on peut avoir un continuum de soutien par la collectivité publique d'une association, quand bien même elle se transforme en SIC. Déjà parce que selon la loi, donc c'est les articles que je cite, en principe, les soutiens, les conventionnements, les agréments se poursuivent au-delà de la transformation, parce que c'est bien la même personne morale. Dites-vous bien qu'une association qui se transforme en SIC, elle va même garder le même numéro sirène, la même immatriculation. Hein, c'est juste la forme juridique qui change, mais comme en général, on n'essentialise pas la forme juridique quand on attribue une subvention, ou que si on est attaché à quelque chose, c'est que la subvention aille pas être versée en dividende ou autre, une SIC va tout aussi bien répondre à ces conditions-là qu'une association, que ça me permet de répondre aussi, de rappeler, parce qu'on l'a pas dit, que la SIC a une autre spécificité, c'est que c'est la seule forme de société commerciale qui, quand on lui verse une subvention, n'a pas le droit, ça lui est interdit, de la reverser en dividende. D'ordinaire, vous pouvez tout à fait interdire aux bénéficiaires de faire ça dans vos conventions, mais les SIC, c'est prohibé par la loi. Donc, c'est aussi une sécurité supplémentaire pour un subventionneur qui, du coup, est garanti que chaque sou ira à l'activité. Benjamin, il te reste 1 minute Alors, pour Caris pour la aborder collectivité. la Eh ben, c'est question bien des parce risques qu'on en arrive un peu au terme. Adeline disait ça peut arriver. Quel est le risque pour une collectivité d'être sociétaire d'une SIC? Le risque, il est faible. En fait, il est limité au seul apport. Les SIC sont des sociétés à responsabilité limitée. C'est-à-dire que comme une SIC est une société anonyme ou une société par action simplifiée, et pas seulement une SARL, donc société à responsabilité limitée, elles sont dites à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout sociétaire, que ce soit moi à titre privé ou vous comme collectivité, si vous y mettez 1000 balles pour acheter une part sociale, ou 10 parts sociales, ou 1000 parts sociales, peu importe, si la SIC a des difficultés, voire même se casse la gueule, fait faillite, fait défaillance, ça peut arriver, eh bien, vous ne perdrez que cet argent que vous y avez investi. Jamais un associé ne pourrait être recherché en solidarité pour complément de passif. C'est-à-dire que normalement, le tribunal de commerce n'ira pas, n'est pas fondé, n'a pas les moyens légaux d'aller chercher la collectivité pour combler le passif et les dettes de la collectivité ou tout autre associé d'une SIC. Ce qui me permet quand même, une fois qu'on a rassuré là-dessus, de dire que les SIC, l'ESS de manière générale, mais les SIC par ailleurs, j'ai plus le chiffre en tête, peut-être Isabelle là, ont un taux de sinistrabilité qui est très significativement inférieur aux formes communes d'entreprise. Les SIC, on a quelques exemples, mais ils sont rares, les exemples de SIC qui ont périclité. D'ordinaire, elles sont beaucoup plus résilientes, notamment parce que justement, elles s'appuient sur les collectivités, elles s'appuient également sur le bénévolat. Autre spécificité encore, les SIC sont la seule forme de société commerciale qui a le droit de mobiliser du bénévolat, ce qui justifie aussi son attrait pour la participation citoyenne. Mais c'est aussi un moteur de résilience. Quand une SIC a une mauvaise passe, elle va s'appuyer sur d'autres ressources que ces ressources uniquement financières et passer ce cap. Merci Benjamin. J'aimerais qu'on puisse redonner la parole à Adeline, notamment parce que je pense que votre expérience à Ville de Lille sur le montage d'une stratégie et d'une politique de soutien aussi peut vraiment intéresser les participants.
Et aussi parce que on a eu plusieurs questions. Donc, ton témoignage, mais peut-être ceux d'autres personnes présentes seraient intéressants. On a eu plusieurs questions sur comment convaincre en interne de l'intérêt d'une SIC, quelle est la plus-value par rapport à une autre structure, un autre type de société, etc. Et je me dis que sans doute, vous avez cette expérience-là, Adeline, peut-être en s'appuyant sur des exemples concrets ou juste ton expérience, et sinon, sans doute ceux d'autres présents. Mais Adeline, je te redonne le micro. Comment convaincre en interne? Alors moi, ça fait 9 ans que je suis sur mon poste. Je pense que tout est toujours à refaire parce que les gens changent. Alors d'abord, je pense que la volonté politique, elle est essentielle. Nous, vraiment, les exemples un peu les plus marquants, bah, c'était le premier sur les questions de transport et de mobilité en lien avec la métropole. Et puis, la question de la petite enfance. Nous, au niveau communal, c'était quand même à l'époque où on a dit bah, il faut absolument avoir une initiative qui soit ni complètement publique, ni tout à fait privée lucrative entièrement. Ça reposait beaucoup sur les épaules des deux élus à l'époque, qui étaient l'élu à l'ESS et l'élu à la petite enfance. Euh, Après, nous, on s'appuie sur les ressources juridiques du RTS pour convaincre en interne. Il faut savoir que là, on a 6, 7, 8 expériences, donc les collègues du juridique, ça y est, hein, ils sont quand même, ils ont les éléments. Les personnes de la société civile nous sollicitent, hein. Récemment, on a été sollicité par des CAE, par exemple, pour entrer dans le sociétariat, par 2 CAE, une sur la transition écologique et une sur plus généraliste. Là, les élus reviennent toujours un peu sur quel est notre rôle et qu'est-ce qu'on a à y faire. Après, moi, ce que je dirais le plus difficile, c'est la gestion du quotidien. Dans le temps, ça prend du temps aux élus qui y siègent. On a eu une cycle petite enfance qui, au sortir du Covid, alors qui avait démarré pendant le Covid, hein, donc c'était compliqué avec les changements de pratique, le télétravail, etc. C'est vrai que le modèle économique n'était plus tout à fait comme il avait été pensé. C'était les cépages de l'autre société. Cette société-là, on avait dit au départ qu'on ne serait pas sociétaire à la ville de Lille parce qu'on était dans la première. Et il y avait un peu comme un mouvement de poupée Gégogne. Comme on était membre fondateur de la première, du coup, on était plus ou moins sans siéger dans la deuxième. Mais elle a eu des difficultés économiques, hein, il y a 2 ans. Et donc, pour remplir les berceaux. Et donc là, et c'est un peu le problème, c'est qu'il faut quand même toujours être un peu dedans. Et on a monté un comité de suivi, de cette cycle, où vraiment, je dirais, on se voit 4-5 fois par an, rien que, enfin, avec les partenaires et les gérants. Et de la même façon, moi, j'ai peu de vision de ce qui se passe à mon niveau ESS dans les cycles un peu plus techniques. Et bah, je pense à Lila Autopartage. Là, c'est mes collègues de la mobilité qui y sont, mais pas en tant que technicien. C'est vraiment l'élu à la mobilité, lui qui est ultra mobilisé sur cette cycle-là. Et on n'a pas toujours les infos. Et donc ça, c'est vraiment d'où ce groupe de coordination qu'on a monté. Cette gestion du quotidien, un nouveau mandat, parce qu'on a eu 3 mandats, nous, depuis qu'on est dans les cycles, donc enfin, reformer les élus aussi qui ont toujours ces questions, conflits d'intérêts, etc. Bah, c'est un travail de tous les jours. Alors, je rebondis parce que c'est quand même l'intérêt de ce type d'échange, c'est aussi l'intérêt de les élargir au-delà du seul cercle des adhérents du RTS et de l'intérêt de travailler avec France Urbaine. C'est aussi pour ça qu'on promeut le fait que ce soit pas nécessairement l'élu à l'ESS, mais du coup l'élu qui a la délégation, parce que c'est un enjeu de portage politique. Effectivement, si on a des élus de différentes délégations qui comprennent l'outil, bah, ça permet aussi à différents services de s'y familiariser. Donc, il y a un enjeu de vulgarisation de manière générale. Après, ce qu'on mesure quand même, parce que on l'a dit souvent, il y a des spécificités, etc. On fera difficilement de tous les services des spécialistes. Et de la même façon que on a des SEM dans différents champs, différentes compétences, et pour autant, c'est pas l'élu au funéraire qui sait comment fonctionne la SEM avec laquelle il bosse, qui a une délégation sur le funéraire, par exemple. Évidemment, qui s'appuie sur les services généraux. Il serait de bonne loi que les services généraux suivent le sujet SIC et s'en fassent à une fonction support pour l'ensemble des délégations qui souhaiteraient mobiliser.
on est quand même assez pragmatique pour se dire qu'en attendant cet horizon-là, il reste malheureusement une redevabilité forte à l'élu ESS, au service ESS, pour être cet expert SIC au sein de la collectivité. Mais on est bien d'accord, l'idée c'est de faire en sorte que la SIC soit un outil sur l'ensemble des politiques publiques et que finalement l'ESS ne soit plus celui qui est la main, l'alpha et l'oméga sur les SIC, mais seulement soit support, soutienne, suivent, parce qu'il faut suivre les SIC, mais pas plus que ça. Ouais. Ça me permet de dire aussi en Isabelle? termes de chronophage, il y a une obligation de suivre, et il faut que dans le budget annuel de la collectivité, il y ait une mention tous les ans de la participation. Par contre, Ouais. contrairement à la participation en SEM, il n'y a pas d'obligation chaque année de passer le rapport d'activité de chaque SIC dont vous êtes Ouais, ouais. sociétaire. Je dis ça parce que ça peut être un marronnier assez chronophage, alors même que c'est pas obligatoire, comme ça l'est par exemple pour les SEM. Donc normalement, les obligations de suivi des SIC sont quand même plus light que pour d'autres formes, mais effectivement, Mais c'est il pas va ça, falloir en fait. diffuser. Il faut évangéliser. Oui. Ouais, mais en fait, enfin, je termine après. J'ai vu qu'Isabelle avait levé la main, mais juste pour nous, dans le process qu'on proposait, c'était vraiment, par exemple, sur la Cities, c'est bien l'élu en charge de la mobilité qui siège. Sur Local Bio, c'était bien l'élu en charge de la nature, de la gouvernance alimentaire qu'il avait en charge. Et nous, dans notre proposition, parce qu'on a fait quand même. On a proposé une délibération cadre, une fiche de process en fait, en disant, ben voilà, nous, on impulse, on vous accompagne parce qu'on a la compétence coopérative ESS, mais typiquement, c'est porté par vous, c'est votre élu, etc. Et c'est là, à mon avis, où ça coince parce que les services, n'y voyant pas l'intérêt, ben, vont pas forcément aller porter ça auprès de leur élu. Voilà. Et alors que nous, on a bien dit, mais nous, ESS, moi, la politique mobilité de la métropole, c'est pas moi qui vais, enfin, l'élu à l'ESS, c'est pas lui le compétent. Et service, moi, je sais pas si l'autopartage, c'est bien, c'est pas bien, ils font le job, etc. Donc, il y avait bien ce souhait de transférer, nous, d'apporter la compétence et le suivi sur l'objet ESS, enfin l'objet coopératif, mais pas du tout sur le suivi. Et c'est là que je pense que le lien ne se fait pas. Et pour ça que je suis à aussi, me suis connectée parce que je savais que c'était élargi aux chargés de mission, mais ça reste développement économique, mais voilà. Mais c'est déjà très, très bien et merci pour ce temps. Je me tais maintenant. Merci Fabienne. Je donne la parole à Isabelle et puis après, on va devoir conclure car nous sommes Ouais, c'était déjà à la pour. fin du webinaire et plusieurs personnes doivent nous quitter. Après, ceux qui souhaitent rester, on pourra poursuivre les échanges. Mais Isabelle. C'était pour aller dans le sens de ce que vous dites par rapport à des exemples et qu'on voit sur les territoires. Le fait effectivement que ce soit un élu ou un technicien qui soit rattaché à un service, Benjamin parlait du sujet par exemple des traitements des déchets, c'est complètement différent, c'est vraiment souvent beaucoup plus intégré dans la politique globale de la collectivité quand c'est un élu et ou un technicien qui a ce sujet-là dans sa responsabilité. C'est vrai sur des sujets aussi aujourd'hui agricoles qui apparaissent dans pas mal de territoires, questions d'alimentation, de foncier, etc. Où là, quand c'est des élus qui sont en charge aussi des sujets d'alimentation, de questions du foncier, eh ben, la place, enfin, c'est plus facile de convaincre. Je pense que ça répond directement à un besoin que la collectivité a identifié avec éventuellement des citoyens autour. Ah, il y a un autre sujet qui se pose, donc un collègue qui nous renvoie ça, c'est les changements aussi. Alors sur l'île, vous en avez un petit peu parlé, mais quand il y a un changement de mandature et quand parfois c'est pas le même bord politique voilà, qui prend la main sur la collectivité. Et là, on a bien vu qu'à certains endroits, ça coince un petit peu quand même. On a des petits retours où les relations après sont un peu plus compliquées, où les élus qui sont nouveaux n'ont pas forcément compris les enjeux de la SIC. C'est aussi un sujet sur lequel on est un peu interrogé qui n'est pas anodin, quoi. Mm. Ben, merci. Du coup, on a cette question d'Étienne Dupuis qui reste en suspens. Du coup, quels sont les 2-3 arguments pour convaincre au sein d'une collectivité de rentrer dans une SIC ou des SIC? Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées
par les uns les autres. Je sais pas, c'est peut-être plus un partage d'expérience. Adeline, je te laisserai peut-être toi présenter la façon dont vous l'avez présenté, mais je crois que quand même, entre le fait que ce soit une société d'intérêt collectif, on peut reprendre aussi les bases hein, de la SIC, c'est d'intérêt collectif, donc il y a vraiment la collectivité, enfin, comme tout, au même titre que toutes les autres parties prenantes de la SIC, participe du projet, participe de sa gouvernance et donc participe à coproduire finalement une prestation, un produit, un service, enfin, en fonction après de l'objet de la SIG. Donc pour moi, c'est quand même vraiment l'argument principal par rapport aux autres types de sociétés, c'est que ça permet vraiment à la collectivité de changer de posture par rapport au mode de relation classique, on va dire, d'être ni euh, ben, en soutien externe, ni partie prenante directe d'une entreprise publique, mais bien avec d'autres parties prenantes, usagers, enfin, salariés, etc. Et je pense que ça, c'est quand même vraiment le sujet principal. Mais bon, peut-être Adeline, rapidement, si toi, tu souhaites partager autre chose, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, Laurent, ou je ne sais pas si c'est pour un partage. Non, Laurent. C'est Si sur un autre quelqu'un. sujet, pardon. Ok. Le partage du risque aussi, hein. Oui. Et alors, je ne sais pas Aspect. si je peux faire ça, mais sur les collègues techniques qui participent à ces réunions, il y a ma collègue Pascale qui est là. Alors, peut-être qu'elle voit d'autres, enfin, de l'autre côté du Oui, c'est travail à la intéressant. petite enfance. Si Pascal est disponible L'avantage pour le service et pour Oui, la non, mais délégation. je sais pas ce que vous voulez, à quel niveau, redites-moi. Bah, quels avantages tu vois à participer, enfin, à ce que la ville soit dans une SIC de petite enfance? Alors, quels avantages? C'est que l'élu est, j'ai envie de dire, partie prenante au sein des comités de pilotage, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Voilà, ça, je trouve ça très intéressant que des comités de pilotage soient mis en place et que, effectivement, tous les 2, 3 mois, on puisse avoir l'évolution de la structure, la bonne santé, la bonne fréquentation, savoir si les besoins sont en corrélation avec le territoire, le quartier, enfin, tout ça est vraiment intéressant en fait. Alors que dans une association, les élus participent pas de la même façon. Et j'ai envie de dire même pas forcément non plus au niveau de la ville, puisque voilà, après ça fait partie du service et l'élu a ce qu'on lui rapporte, mais pas forcément la visibilité directe. Je sais pas si ça répond à la question. Merci. Merci pour ce partage. Voilà, et ce point de vue, c'est très intéressant aussi d'avoir votre retour. Comme beaucoup de gens partent et nous quittent, avant de donner la parole à Estelle et Laurent, je voudrais juste vous dire que d'autres rendez-vous sont prévus et que ma collègue Priscilla va vous partager un sondage justement pour définir au mieux le sujet, enfin savoir qui serait intéressé par un prochain temps sur les SIEG, services d'intérêt économique généraux, et un sondage sur les dates. Voilà, vous pouvez, il apparaît à l'écran comme ça. Voilà, si le maximum de personnes peuvent y répondre, ça nous aidera. Estelle et Laurent, et puis après vraiment on conclut puisqu'on a déjà bien débordé. Estelle Oui, Amirati. bonjour. Moi, je voulais juste apporter un témoignage sur l'intérêt ou pas pour une collectivité et la légitimité, disons, de participer et d'entrer dans une SIC. Donc moi, je suis au conseil départemental du Lot-et-Garonne et il y a un dispositif Yuzu qui a été mis en place avec les partenaires FANA, j'adopteunprojet.com et l'ADEFIP. Et en fait, pour que le conseil départemental puisse abonder une SIC, il faut au préalable qu'il y ait une levée de fonds citoyen.
Donc, c'était juste pour apporter un témoignage sur le fait que si parfois la collectivité se dit est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux pas y aller? Bon, nous, en plus, on est un département, donc on n'a plus la compétence de droit commun et puis général en développement éco. Mais donc là, ça permet. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de porteurs de projets, malheureusement, mais là, on en a un, effectivement, c'est la SIC du quartier rural de Lustrac qui fait effectivement des habitats écologiques avec un éco-tiers-lieu, avec une communauté assez impliquée. Et donc là, la condition sine qua non pour que le département puisse abonder, c'était qu'il lève 30 000 € de fonds citoyens. Et à partir du moment où les 30 000 € de fonds citoyens sont levés, donc là, il leur manque plus que 2 000 € à lever. Donc, appel à tous ceux qui sont du Lot-et-Garonne. Donc, le conseil départemental abonderait de 20 000 €. Et voilà, donc ça permet de légitimer voilà, et la communication, et après, parce que c'est l'intérêt aussi du citoyen et du public qui est relayé par ce biais. Merci beaucoup, Estelle, pour ce partage. Merci. Laurent? Oui, je voulais évoquer avec vous. En fait, moi, je suis confronté à une problématique. C'est que, donc, du coup, la ville de Marseille, on a une compétence qui est en matière économique, bah, qui n'est pas pleine et entière, qui est juste volontariste. Et du coup, dès lors que les SIC relèvent du développement économique, en fait, nous, on doit adouber cette entrée au capital. Ça va être adoubé par le chef de file en matière économique, à savoir la région. Donc, en fait, je voulais avoir le retour d'expérience de Fabienne, voilà, au titre de la ville de Bordeaux. Comment vous avez pu inscrire ces éléments-là? Est-ce que c'est au titre de l'économie ou alors justement, vraiment en appuyant, en mettant l'épaule sur la dimension intérêt collectif, justement la dimension, de toute façon, nécessairement non commerciale du projet, Ouais, non, en fait, on sait pas du tout, enfin, côté ville, c'est pas du tout appuyé sur le développement économique, justement. Les D'accord. SIC, je crois que la ville est rentrée capitale d'Enercop. Ouais, Bah là, c'est dans le cadre bah, voilà, de sa politique énergie, etc. En fait, à chaque fois, c'est bien le sujet en fait des SIC, et c'est aussi ce qui pêche côté métropole, parce que là où on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'en fait, à la ville, la, la- voilà, on peut s'appuyer sur des sujets plus soit sociaux, ça peut être après quelque chose d'un peu social, ou parce il y a City, ils sont au capital de Cities. Mais là, je sais plus comment ils l'ont justifié. Mais bon, à chaque fois, c'est vraiment aller chercher quelque chose Mais de c'est ça, en fait, plus. vous vous déportez, vous avez une enveloppe dédiée pour aller pour investir dans les capitales des SIC, mais c'est pas au titre de l'éco, c'est Bah, au titre alors, de. l'enveloppe, elle est à la métropole. Parce qu'en fait, moi, j'ai la double Ah, casquette Bordeaux Métropole ok. et Ville de Bordeaux. À la Ville de Bordeaux, les prises de participation dans le SIC se font quasiment sans nous, service éco. Voilà. Ça se déroule. Parce que, bon, il y a une compréhension déjà des élus, une volonté des élus. Après, c'est à la métropole où j'arrive pas à convaincre parce que je pourrais le faire au titre du développement éco. Mais en fait, non, parce que on justifie pas. Enfin, comment dire? Dans la feuille de route ESS, on justifie la prise de la prise de participation dans une SIC comme étant un moyen de développer l'ESS via le développement de la SIC. Donc ça fait partie de notre politique ESS. Mais après, on s'appuie sur les compétences plutôt de la métropole. Je ne sais pas si c'est D'accord. clair, c'est un peu. Non, vous êtes à l'impulsion, mais voilà, Oui, c'est ça. Et l'impulsion, on l'appuie justement sur notre feuille de route ESS qui dit ben, il faut développer l'ESS, il faut développer les formes coopératives, les formes d'entreprendre dans l'ESS. La SIC en est une, mais en plus d'être une entreprise de l'ESS, elle permet ça, 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 ça et ça, quoi. Ok, ok. Alors, je rebondis, mais peut-être Adeline confortera, mais en fait, et c'est le sens de la jurisprudence du TA de Poitiers du début d'année, mais c'était celui de la doctrine, c'est que quand bien même la SIC est une entreprise et quand bien même participerait-elle au développement économique, et quand bien même cette SIC-là aurait même la région comme sociétaire au titre de sa compétence développement économique, il n'empêche que pour ce qui concerne une commune, une interco, un département,
la question ne se posera pas en termes de développement économique. La collectivité va se dire, bah, la SIC, toute entreprise qu'elle soit, à quel besoin, de quelles compétences elle répond de mon côté, qui n'est du coup pas une compétence développement économique. C'est pour ça que je disais, par exemple, une SIC funéraire, vous pourriez y participer dès lors que vous avez, au titre de la compétence générale, une compétence funéraire comme commune ou l'interco si c'est délégué, quand bien même, évidemment, bah, in fine, il y a quand même une retombée économique. C'est d'ailleurs ce que précise bien le jugement du 25 mars, ce qui fait qu'il n'y a pas de préalable à demander à la région. La seule obligation, c'est que la prise de participation ne soit pas incompatible avec le SRDE2I, mais on n'a jamais vu un SRDE2I qui soit a priori incompatible avec une prise de participation à une SIC. Je laisse Adeline. Très court, juste pour dire que nous, ici, enfin, les crédits d'investissement sont à la délégation ESS uniquement, et sinon, j'aurais pas l'info à la limite. Et donc, tout passe quand même par l'ESS, même si c'est d'autres délégations et d'autres thématiques. Ok. Merci beaucoup. Bah, on voit que ce type d'échange est intéressant et qu'on aurait dû garder encore plus de temps pour que la parole circule, mais peut-être on aura l'occasion de réorganiser ça, Delphine. J'ai affiché à l'écran les prochains rendez-vous du RTES et surtout, j'insiste sur un rendez-vous qui est celui du 14 novembre, rencontre que l'on co-organise au Sénat sur l'ESS, un cap pour une transition juste dans nos territoires. Vous êtes vraiment invité et n'hésitez pas à relayer l'information aussi auprès de vos élus. Toutes les infos et les liens sont sur le site du RTES. Delphine, peut-être je te redonne la main si tu veux dire un mot de conclusion. Merci Chloé, je te remercie pour aussi l'animation de ce webinaire. Et excusez-moi à nouveau pour les problèmes de son. Et donc oui, il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet-ci. Donc on a lancé, comme on l'a dit en tout début de webinaire, c'est un cycle d'approfondissement. On a proposé de faire le prochain sur les sièges en décembre. Vous avez répondu au questionnaire. Je voyais que la date du 12 décembre après-midi se dessinait. Notre cycle d'approfondissement ne se termine pas fin 2024, il continue en 2025. On a parlé aussi des PTCE ou des fonds de dotation, mais ça ne nous empêche pas en 2025 de revenir sur ce sujet SIC et de réapprofondir et de revoir un petit peu, suite à ce webinaire qui était très très riche, de voir quels seraient encore vos besoins et continuer à approfondir ces sujets. L'idée de ce cycle d'approfondissement avec le RTE, c'est vraiment de répondre mieux à vos besoins, à vos attentes pour vous accompagner dans ces démarches territoriales. Et encore merci donc aux collègues du RTES et à vous tous, aux intervenants et à vous tous pour votre participation. Merci beaucoup, merci à toutes et tous et à bientôt. Bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour l'invitation.